Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents, bonjour à ceux qui me voient grâce à la magie. Dans le travail que j'essaye de présenter cette année sur comment reprendre corps, la 8e séance de ce soir, c'est pourquoi la sensation nous fait goûter la fraîcheur du monde. Un très très court résumé pour ceux qui viennent en cours de cette longue série. Le questionnement à partir duquel je vais vous parler, c'est comment se fait-il que nous sommes si loin de notre présence corporelle, que nous faisons tous l'expérience du bonheur d'être présent à son corps quand on nage, par exemple, quand on danse. On sent bien là qu'il y a quelque chose, quand on nage, on a bien l'impression que c'est une expérience tellement profonde. On s'immerge complètement dans l'eau et on a, il y a un bonheur qui est lié à notre être tout entier. Et puis après, étrangement, cette expérience, on l'a fait tous, mais après, notre corps est très vite instrumentalisé, très abstrait. Nous sommes très désincarnés et chaque fois, j'essaie de montrer un nouveau lieu qui témoigne de cet éloignement que nous avons avec nous-mêmes, avec notre propre corps. Avec la grande difficulté sur laquelle j'ai beaucoup insisté, que parler du corps, c'est bizarre, parce que dès qu'on parle du corps, au fond, c'est déjà perdu, parce qu'il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Parler du corps, c'est parler d'un côté de l'être qui contient le corps et l'esprit. Mais c'est le côté que nous avons oublié. Et avec les sensations, c'est tout à fait frappant, parce que pour nous, la sensation, au fond, c'est l'enregistrement d'une information, en gros. J'ai la sensation du rose, je vois que c'est rose, c'est comme quasiment une sorte de message que nous avons. Au fond, on a un peu un rapport instrumental à nos perceptions. J'ouvre le robinet, l'eau est trop chaude, l'eau est assez chaude. Donc on a un rapport assez étroit à nos perceptions sensorielles et nous, à nos sensations. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que c'est dommage. C'est que c'est même une grande souffrance, que peut-être une grande source d'apaisement, une grande source de libération, une grande source de joie, de plaisir, c'est de redécouvrir l'immensité de chaque sensation. Que les sensations nous font un cadeau incroyable, mais que nous avons un peu oublié. Au fond, on nous a fait un cadeau, et on ne s'en est pas rendu compte et on l'a laissé sur la table. Au fond, c'est ça ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Vous avez oublié le cadeau qu'on vous a fait, et si vous le repreniez? Alors c'est très étrange parce que, historiquement, quand on regarde dans l'histoire de l'Occident, un des grands textes sur les sensations, c'est le texte d'Aristote, De Anima, et Aristote dit très bien que la sensation est toujours une manière de nous ouvrir à un élément de présence, un élément de réalité. Qu'est-ce qu'un bruit? Qu'est-ce qu'avoir une peau? Qu'est-ce que manger un fruit? J'ai mangé une poire il y a 2 jours, c'est la première poire de l'année, je ne l'avais pas mangée avant. J'étais complètement étonné. Parce que je suis désespéré parce que il y a plein de raisons, il y a plein de choses qui me désespèrent, mais il y en a une qui me désespère parmi d'autres, c'est que c'est très difficile de manger des fruits. Les abricots n'ont plus le goût d'abricot, les pêches n'ont plus le goût de pêche, donc ça me désole. Alors j'ai trouvé un peu cet été, en cherchant où on peut trouver des pêches qui ont le goût de pêche, et donc je mange une poire
mais tout à fait ordinaire que j'avais acheté au supermarché du coin, le plus ordinaire, et elle avait un goût de poire. J'en étais mais complètement étonné. Et c'est, mais alors vraiment, le fruit, qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'une sensation d'un fruit? C'est quasiment le sommet de ce que peut être une sensation. Il y a quelque chose d'une telle plénitude quand il y a un vrai fruit, telle richesse, c'est incroyable. Le fruit en plus, enfin, le fruit c'est toute la nature qui donne, il y a une sorte de don. Alors, j'étais très... Oui, la saveur de la poire, c'est pas juste une information, c'est pas juste même un plaisir, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se donne, quelque chose qui se donne de la vie, quelque chose qui se donne de la nature, quelque chose qui donne du poirier, quelque chose qui donne de l'automne. J'ai eu l'impression aussi d'être en train de sentir enfin l'automne d'une autre manière. Pas seulement le froid, la pluie, la pollution, plus de lumière, mais d'un seul coup, hop, quelque chose d'autre qui s'ouvre. Vous voyez, et c'est immense. C'est souvent, étrangement, les poètes qui réussissent le mieux à nous faire sentir que la sensation, c'est un cadeau. Alors c'est très étrange parce que pour nous, les poètes, c'est des trucs, ça nous semble un peu compliqué. À la rigueur, on trouve ça beau, mais c'est un peu loin de nous. Personne n'a trop maintenant l'idée que... Déjà, je dis, je vais vous lire un poème, tout le monde dit... On a un peu de mal à croire que je vais vous lire un poème, et c'est une manière de vous aider à retrouver un cadeau qui est à vous, ou juste vous avez oublié. Et que c'est pas du tout ce qu'on croit, un poète. On pourrait même dire un poète, un vrai poète, c'est le contraire de tout ce qu'on raconte. C'est très 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 concret. Alors je vais vous lire un des poètes qui s'appelle, évidemment là j'ai vraiment pas pris de risque, un poème qui s'appelle Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. C'est magnifique, c'est juste, vous voyez, là, il nous rend le cadeau qu'on a oublié, comment la sensation, vous voyez, toutes les sensations qu'il y a, bleu, c'est absolument extraordinaire, c'est vraiment, c'est Rimbaud, c'est quasiment c'est le sommet pour nous Français. Mais comment il dit? Juste par les soirs bleus d'été, et le bleu devient physique. C'est plus bleu, un truc intellectuel, oui, d'accord. Le bleu devient, vous voyez, on le sent. Alors ça, en plus, c'est quand même étrange. Là, par un poème, on sent comme si on était dedans. Ça, c'est tout à fait. Mais ça, je ne voulais pas parler de poésie, je voulais parler de la sensation. Vous voyez, le bleu, le picotement, la fraîcheur, le vent, tout cela nous relie. C'est pas juste, en plus, des indications. C'est pas juste, vous voyez, c'est même pas juste notre idée, juste une sensation. Tout ça, ça donne un monde complètement plein. C'est ça que j'ai pas bien dit sur la poire. Je goûte un morceau de poire. C'est pas seulement que c'est une sensation de la poire. C'est d'un coup, j'entre dans un monde entier, un monde avec l'automne, les fruits. C'est complètement plein. Et c'est même sans limite tellement c'est plein. Et le poème, là, il nous montre, c'est entièrement plein. Juste par votre corps, vous êtes en rapport à quelque chose d'immense. Et vous voyez, c'est complètement concret. Il n'y a rien de mystico, je ne sais quoi. C'est complètement concret. Il va juste, par les soirs d'été bleus, par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les bleus, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue, je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Vous voyez, comment tout s'ouvre, et c'est ça l'expérience de la sensation. Les sensations, il y a une profusion et il y a une correspondance. Elles sont toutes en correspondance parce qu'elles tissent ensemble ce rapport au monde.
Et nous n'accordons que très peu d'attention à nos sensations, parce que nous sommes loin de notre corps et parce que tout est filtré par nos concepts. Et c'est exact, vraiment, c'est rigolo parce que pour la plupart des gens, là, si je lis un poème, ils disent oh, ça c'est compliqué. J'ai dîné avec une dame très intelligente par ailleurs, mais qui me dit mon fils lit des poèmes, qu'est-ce qu'il est intellectuel. Et il lit même Ulysse de Joyce. Il n'est pas forcé par l'école, il lit parce que ça lui plaît. Quel intellectuel! Moi j'étais ahuri qu'elle dise ça. J'aurais dit mais c'est le contraire d'un intellectuel. Mais après, comme je suis très très poli, je n'ai pas dit c'est toi qui es beaucoup plus intellectuel que lui. Lui, il veut juste sortir de l'intellectualité et rentrer dans la sensation. C'est absolument formidable. Vous voyez, c'est horrible, le pauvre enfant. Après, elle me dit qu'il a des problèmes. Imaginez sa mère. Mais en même temps, je comprends. Mais c'est pas du tout elle. Mais pourquoi on a cette idée? Pourquoi on a cette idée que vous voyez, on a cette idée, c'est pas seul. Tout le monde aurait l'idée que lire un poème de Rimbaud, c'est un truc intellectuel. On n'a pas du tout l'idée que c'est le contraire, que c'est Trump qui est un intellectuel, qui vit dans ses concepts. Il vit dans ses concepts, il n'a aucun rapport à la réalité. Enfin, lui, il n'est plus même pas dans les concepts, il est dans encore autre chose, qui est une sorte de marketing généralisé, le marketing de la communication généralisée. Mais même si personne ne comprend ce que je dis, je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, le poème de Rimbaud est infiniment moins intellectuel que qui vous voulez. Ça nous donne la chair du monde, qu'il n'y a pas plus concret que ce poème-là, qu'on ne peut pas vivre sans retrouver ça. C'est le corps, c'est la vie, c'est tout à fait simple. Et le drame, à mon avis, de l'éducation actuelle, c'est pas que la programmation des enfants n'est pas bien faite, c'est qu'on a oublié l'éducation des sensations. On n'apprend pas aux gens à avoir rapport à leurs sensations. S'ils demandent une attention aiguë, goûter une poire, le bleu du soir, et c'est, je crois, vraiment catastrophique. Les Grecs apprenaient, éduquaient les gens à entrer en rapport à la sensation en les éduquant par la musique. Pour les Grecs, ce n'était pas du tout éducation musicale pendant 1 heure dans la semaine. Moi, j'avais éducation musicale, c'était juste la récréation pendant 1 heure. Et on devait apprendre à jouer de la flûte. Moi, j'aimais beaucoup, mais pour un Grec, ce n'était pas ça. L'éducation, c'était la gymnastique, les mathématiques et la musique. Ça, c'est ça qui construit un être humain. Et pourquoi la musique? Parce que par la musique, comment tel mode vous met dans tel état. Et ça, c'est absolument central. Comment tel mode musical, telle tonalité, vous met dans tel état. Donc vous commencez à être complètement ouvert au monde. Et il ne se disait pas, on fait de la musique pour ouvrir les gens à la culture. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est ça. C'est 1 heure de musique pour aider les pauvres enfants à avoir un peu un rapport culturel. Alors ils vont jouer un peu de musique, ils vont s'exprimer, et après ils vont un peu un rapport à des choses. Non, vous voyez, les Grecs, c'est on met quelqu'un en rapport à la musique parce qu'il commence à comprendre comment on est tout le temps travaillé par des modes, par des modalités. Nous, on dirait par des émotions, mais au fond, comment la musique nous aide à nous ajuster à différentes émotions. Il y avait un poète américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Cummings, et il disait « Le sentir est le rempart le plus sûr contre les idéologies et la plus sûre échappatoire de la langue morte des doctrines. » Et ça, c'est clair, c'est ça que montre Rimbaud. C'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement salutaire. La sensation vous délivre de l'idéologie. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, auquel je dois beaucoup, François Roustan, disait « Pour moi, ce qui change une vie, ce ne sont pas les explications, les descriptions infinies de ce qui nous est arrivé, de nos sentiments et de nos émotions. Ce qui change la vie est une manière autre de percevoir les choses. » Et ça, c'est tellement important. Moi, si je réussissais à faire que vous entendiez ça, j'aurais fait ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est exactement ça, l'expérience de la méditation. C'est
On change votre manière de percevoir les choses. C'est ça qui change tout. La grande discussion qu'on a eue quand je vous ai présenté la méditation, c'est mais comment le fait de ne rien faire change tout? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne fait rien, mais en ne faisant rien, nos perceptions, nos sensations deviennent différentes. Et c'est ça qui change tout. Et le poème de Rimbaud, il fait ça. Le poème de Rimbaud, il nous réouvre à la vie en nous. Et de ce point de vue-là, il est un geste qui libère profondément. Si on prend à l'inverse, si jamais ce n'est pas tout à fait clair, prenons l'inverse. Imaginons quelqu'un qui n'a aucune sensation. Ça s'appelle l'agueusie. Aucune sensation. Un monde sans saveur. Est-ce que ce serait vivable? Est-ce que ce ne serait pas une perte terrible? Moi, j'étais absolument... ça m'a complètement fasciné de lire que des gens qui perdent l'odorat sont dans un désarroi extrêmement profond du rapport à leur compagnon ou à leur conjoint. Ça les bloque très profondément. Alors moi, je fais pas trop attention à l'odorat, on ne fait pas particulièrement attention, mais comment il y a quelque chose qui a lieu en nous d'absolument important dans l'odeur de la personne avec qui on partage l'essentiel. Comment cette odeur-là, elle nous réaccorde, comme la musique, elle nous accorde à quelque chose. Comment on sent et on est accordé avant même d'avoir pensé. C'est extraordinaire. La sensation nous accorde au monde et si on reprenait ce cadeau, on serait davantage réaccordé. Réaccordé, c'est la même manière de dire dans un autre mode ce que dit François Roustan. La vie est une manière haute de percevoir les choses. Ce qui change la vie est une manière haute de percevoir les choses. C'est exactement ça. On se réaccorde et donc tout est changé. Au fond, quand on souffre et qu'on va mal, c'est qu'on est désaccordé. Et au fond, qu'est-ce que c'est le geste de la méditation? Comme je le présente comme ce geste de se foutre la paix, c'est on ne fait rien pour se réaccorder. Et comme on est réaccordé, tout devient plus juste, plus vivant. Oui, c'est tout à fait. Est-ce que c'est pas tout à fait surprenant pour nous, si je disais reprendre corps, retrouver votre corps, habiter votre corps, tout le monde va avoir l'impression, on va faire un exercice pour venir là. Mais en fait, reprendre corps, c'est retrouver tout le rapport au monde. Comme je goûte une poire, ma sensation, elle me ferme pas en moi-même. Ça m'ouvre à tout, aux arbres, à l'automne, au travail. Vous voyez, et le poème de Rimbaud, il m'aide à reprendre corps en m'ouvrant à quelque chose de complètement ouvert, vivant, joyeux. Écouter de la musique. Est-ce qu'on écoute de la musique avec ses oreilles? Non, on écoute de la musique avec tout son être. J'ai été écouter un concert. Je ne vais pas très souvent, mais j'ai été écouter un concert. La dernière symphonie de Beethoven, la dernière symphonie de Schubert, par Maria Jo Pires. Complètement incroyable, mais vraiment, là, vraiment, elle a dû... Et c'était vraiment, ça m'a vraiment frappé. Comme je ne vais pas souvent écouter de la musique, au début, j'écoute avec mes oreilles. Enfin, comme j'ai un peu maintenant de rapport à tout ça, très vite je comprends, mais il ne faut pas écouter avec ses oreilles, il faut écouter avec tout son corps, il faut écouter avec tout son être. À ce moment-là, ça vous transforme, ça vous transporte, ça vous... Vous voyez, c'est exactement... Au fond, c'est pareil. Écouter la dernière symphonie de Beethoven, c'est une modalité. Manger une poire, c'est une autre modalité. Nager, c'est une autre modalité. Mais chaque fois, c'est pareil. C'est comment on se réaccorde, ou comment quelque chose nous accorde à neuf à la vie. Moi, c'est ce que j'aime dans la musique, c'est que j'ai l'impression que c'est une des manières d'être réaccordé à la vie d'une manière extrêmement profonde et directe. Ce n'est pas du tout intellectuel. Le fils de
cet ami, s'il lit Ulysse de Joyce, c'est parce qu'il veut se réaccorder au monde. C'est parce qu'il est assoiffé de retrouver la chair du monde, l'ampleur du monde. Alors maintenant, est-ce qu'on peut me prêter... Alors voilà, là c'est ça un peu l'enseignement. Et en général, il y a un petit bonus à la soirée. Je vous redis la même chose en parlant d'un tableau. Et là, c'est le paysage bleu de Cézanne. Le paysage bleu de Cézanne qui se trouve au musée de l'Ermitage. Et c'est très très impressionnant parce que ce tableau ne représente pas une image à l'extérieur. Il est l'expérience du sentir. Je trouvais que c'était... Alors, je vous ai montré celui-là parce que je l'ai vu. Donc, je parle des tableaux que j'ai vus il n'y a pas longtemps. Et comme je me suis préparé, j'ai préparé mes enseignements tout l'été. Donc, je ne savais pas quel tableau allait être là à l'exposition aujourd'hui qu'il y a à la Fondation Louis Vuitton. Mais si vous voulez voir un Cézanne, à la Fondation Louis Vuitton, vous avez une Sainte Victoire qui se trouve en bas. Elle est exposée en dépit du bon sens à côté de deux douaniers Rousseau qui empêchent un peu de voir l'œuvre de Cézanne. Et comme il y a beaucoup de vernis, on ne peut la voir que de côté. Donc du coup, personne ne la regarde. Mais c'est un des plus beaux tableaux et des plus extraordinaires. Et si ce que je vous dis vous parle et que vous voulez en faire l'épreuve vous-même, allez voir, c'est vraiment un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture, la montagne Sainte-Victoire du musée Pouchkine à Moscou. Voilà, parce que je me sens un peu moins gêné de vous parler juste d'une reproduction. Mais, vous voyez, ce qui est unique chez Cézanne, ce n'est pas sa manière de penser, c'est sa manière de sentir. Ce qui montre, c'est qu'est-ce que c'est l'épreuve de sentir le monde. Donc c'est l'antipode d'une grande part de l'art contemporain où il faut penser. Ah, c'était très rigolo, je fais une digression, je suis passé dans une galerie hier, je crois, et il y avait des peintures. Alors, je suis rentré, j'étais avec Charles, on est rentré, et on a regardé, et c'était vraiment bien. Vraiment un artiste, d'après ce qu'a dit la galeriste, quarantaine d'années, vraiment un travail complètement, profondément senti. Alors, elle me dit, est-ce que vous connaissez le travail de l'artiste ? Il a exposé au Palais de Tokyo. J'ai dit, ah non, j'ai jamais vu, parce que moi, je ne vais pas au musée de Tokyo, l'art contemporain ne m'intéresse pas du tout. Alors, moi, je trouvais que c'était assez rigolo, non, de dire ça. Jean, tu dis, c'est vraiment formidable, quel travail incroyable. Puis elle me dit, il a déjà montré son travail au musée de Tokyo. Je lui dis, moi, j'y vais jamais, j'aime pas l'art contemporain. Je trouvais que c'était rigolo, mais ça n'a pas du tout, elle n'a pas trouvé ça rigolo. Mais elle n'a rien dit. Mais alors après, ce qui était tout à fait frappant, c'est qu'elle commence à me dire, alors vous comprenez, c'est un travail sur le métissage, et elle commence à m'expliquer des tas de concepts. Je lui dis, mais non, surtout pas, mais elle ne comprenait absolument pas pourquoi je lui dis ça, mais plus elle expliquait, moins je ne voyais plus rien, parce que ça ne devenait plus qu'une démonstration théorique, donc on n'avait plus de voir les tableaux, et c'était absolument pas ça qui était en jeu dans la peinture. Donc voilà ma petite histoire. Et alors, évidemment, Cézanne, c'est le sommet d'une exploration. On parlait de courage. Quel courage il a d'explorer la sensation sans rien savoir d'elle à l'avance. Moi, je dois reconnaître, je mange une poire, je me dis, je mange une poire, point. Là, elle était tellement bonne que ça m'a réveillé. Là, d'un seul coup, c'était comme si on me lisait le poème de Rimbaud, parce que sinon, je mange une poire, et puis bon, on pense à autre chose, et puis on a une poire. Et bien là, ça m'a réveillé, d'un seul coup, les choses se sont ouvertes. C'est ça, au fond, la vie. Et au fond, qu'est-ce que c'est l'exercice de se foutre la paix? Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est comment nous aider à être un tout petit peu moins dans nos pensées
et sentir un peu plus l'ampleur du monde. Et alors évidemment, donc ça demande un certain courage, et Cézanne, c'est un peu ce qui est inouï, donc ça c'est déjà assez singulier chez Cézanne. Il peint à partir de la sensation elle-même, dans tout ce qu'elle ouvre, sans aucune préconception, sans rien savoir à l'avance, en faisant complètement confiance à ce qu'il va sentir. Et alors, ce qu'il découvre est complètement vaste. Et une des choses qu'il découvre, c'est que la sensation n'est pas purement sensible. Pour nous, comme la sensation, alors au début je dis la sensation c'est une information qui donne un message, mais une autre forme de mécompréhension de la sensation c'est juste quelque chose de sensible. Puis après, grâce à la pensée, je pense. Ce que dit Cézanne, c'est la sensation est elle-même organisatrice du rapport au monde. Mais quand je vous ai dit, on entend l'eau qui passe dans le tuyau, ça vous donne un certain rapport à l'espace. Vous avez déjà un certain rapport là où ça se situe. On voit bien que la sensation, elle n'est pas juste quelque chose, disons, pour nous, du corps opposé à l'esprit, mais que la sensation, elle est entièrement vivante. Vous voyez, c'est tellement simple. J'ai l'impression que je complique les choses en vous disant ça, parce que je complique, c'est juste que pour nous, sensation, ça s'oppose à pensée. Et que la vraie sensation, elle est entièrement tellement vivante que ce n'est pas opposé à penser. Il arrive à la forme par la couleur, Cézanne. C'est-à-dire, il est tellement dans la sensation que ça finit par ouvrir une forme. Alors que dans toute la peinture classique, dans notre idée, c'est la sensation, c'est le corps, la forme, c'est la pensée. Donc il y a d'abord une forme, et après je mets des sensations dedans. Et dans toute l'histoire de la peinture, on dessine, et puis après on met de la couleur, on met des sensations pour remplir l'espace de la forme. Chez Cézanne, c'est la sensation qui ouvre le monde. Vous voyez, comme dans le poème de Rimbaud. Le poème de Rimbaud, c'est par la couleur que le monde s'ouvre. Ce n'est pas juste le soir est bleu, ce qui compte c'est le soir, et puis bleu vient colorer le soir. C'est par les soirs bleus d'été, vous voyez comment le bleu ouvre. C'est le bleu qui ouvre tout l'espace du monde, c'est la sensation qui ouvre le monde. Et ça, c'était vraiment complètement novateur, complètement... Ça fait un saut, je crois que Cézanne a fait faire un saut à l'histoire de l'humanité. Comment s'appelle l'astronome qui a été sur la Lune ? Armstrong ? Eh bien, le petit pas, la petite sensation de Cézanne a fait faire un pas à l'humanité beaucoup plus grand qu'Armstrong en allant sur la Lune. Parce que c'est beaucoup plus important de retrouver la sensation en tant qu'elle ouvre un monde que de croire qu'on sait quelque chose de la Lune parce qu'on a marché dessus. La sensation nous situe dans le temps et dans l'espace, avec notre corps tout entier, et en rapport au monde tout entier. Et c'est ça que nous montre la sensation est d'emblée ouverture générale. Dans un tableau de Raphaël, ou d'un tableau classique, peu importe ce que vous connaissez, il peut y avoir quelque chose de tendre, mais la sensation est très étroite. Ce qui compte, c'est d'abord un ordonnancement de forme, un ordonnancement de pensée, un ordonnancement de signification, puis la sensation, elle est là un peu par-dessus. Mais l'ampleur de la sensation, il est un peu oublié, et c'est ça que nous donne à réentendre Cézanne. La sensation, elle est vaste d'emblée. Chaque sensation ouvre à l'entièreté du monde. Il n'y a pas une sensation externe, c'est chaque sensation ouvre entièrement le monde, même juste le bleu du soir. Voilà, je crois, ce qu'on peut essayer de dire. Ce qui fait que quand on regarde un tableau de Cézanne, vous voyez, c'est complètement étonnant. Il y a tous les points du tableau ont la même densité. Là, dans ce tableau de Chardin dont je vous ai parlé, on voit il y a quand même un enfant qui est là, et là, c'est moins important que là. Mais là, tout est entièrement plein. Tout est en rapport à tout.
Et je crois que Cézanne nous dit que chacun d'entre nous, on peut aussi laisser notre pensée, nos sentiments, tout notre être tenir sans peser, en étant en rapport néanmoins à tout. Et lorsqu'on regarde suffisamment longtemps un tableau de Cézanne, ce que je vous invite à faire, on est pris soi-même par le mouvement de la sensation. Je vous invite vraiment à le voir. Ce n'est pas que seulement que vous regardez un tableau, mais d'un seul coup, la palpitation des sensations qui ouvrent un champ coloré, qui organise l'espace, vous inclut en elle et vous commencez à être vous-même animé d'un mouvement. Vous êtes rendu à un mouvement originaire, vous êtes rendu à la vie. Si je pouvais dire comme ça, je dirais « Cézanne nous lève l'encre ». Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. On va vous donner le micro. Alors, je vous ai bien attentivement écouté. Quand vous parlez de sensation, c'est en rapport à nos sens. En fait, il y a une petite confusion dans ma tête, c'est que du coup, je ne sais plus la différence entre la sensation et l'émotion. Eh bien, la sensation... Oui, parce que c'est parce que ça, c'est ma faute. Parce que quand j'ai parlé de la musique, j'ai créé une légère confusion. Mais ce dont je voudrais parler ici, c'est d'abord la sensation. D'abord le fait de sentir par les sens le bruit, un son, la couleur, une note et comment ça ouvre le monde. Et j'étais un peu trop vite quand j'ai parlé de comment la tonalité du son dans la musique grecque ouvre à une tonalité d'une modalité d'être. Et alors j'ai dit, parce que je me suis dit, vous n'allez pas trop comprendre ce que ça veut dire la tonalité dans la musique et tout ça, j'ai dit émotion, et donc j'ai créé un peu une certaine confusion. Mais on peut dire, si vous voulez, entrer en rapport à une sensation nous donne un certain type d'émotion. Pas forcément la joie ou la tristesse, mais ça donne une émotion. Entendre un son, ça vous donne une certaine... voilà, mais c'est ça que je voulais essayer de montrer. Et donc, quand vous parlez de sensation, c'est propre à nos 5 sens ? Oui, absolument. C'est propre à nos 5 sens. Mais il n'y a pas de possibilité que nos 5 sens ne résonnent pas en nous émotionnellement. Puisqu'en fait, cette distinction, elle est un peu erronée. Pour nous, il y a la pensée, les sensations, les émotions. Et en gros, on pense que c'est coupé. Les gens pensent qu'il y a la tête, et puis il y a le truc du corps. Et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est pas vrai, c'est que les sensations sont émotions et sont pensées. Mais aujourd'hui, j'y vais par la sensation. Après, on pourrait y aller par l'émotion. Si on y irait par l'émotion, on montrerait que toute émotion est aussi sensation et pensée. Parce qu'on les coupe, mais c'est pas coupé en réalité. Oui, une sensation engendre une émotion et inversement. C'est même pas engendre, c'est... Oui, on peut tout à fait dire ça. Mais si on était assez fin, on verrait que c'est inséparable. C'est-à-dire, le bleu est aussi une émotion. Le bleu est une sensation, et c'est ça que vraiment nous fait entendre Rimbaud, mais en réalité, c'est aussi une émotion, et c'est aussi une pensée. Oui, j'ai mon micro. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonsoir. Vous évacuez le travail de l'esprit, mais en fait, quand même, lire un poème de Rimbaud ou marcher soi-même l'été dans la nature et sentir les blés qui piquent les pieds, c'est pas la même chose. Le cerveau intervient quand on lit le poème de Rimbaud. Et pareil pour Cézanne, on a une sensation, une émotion en regardant le tableau de Cézanne qui n'est pas forcément la même pour tout le monde si on est au centre du paysage qu'il a peint. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. La démarche artistique génère quand même pour le spectateur un travail, pas forcément un travail, mais enfin un filtre donné par son esprit, son cerveau. Oui.
semble-t-il. La sensation, pour moi, elle est évidente si effectivement on marche pieds nus dans la nature. Elle est physique, elle est directe. Si on lit le poème de Rimbaud, on peut dire qu'on partage ces sensations le jour où on est dehors dans la nature, mais quand on lit le poème chez soi en hiver, c'est pas la même chose. Oui, mais oui, le poème ne fait pas la même expérience que si on est dans la nature. Mais est-ce que l'une serait plus de l'ordre de la pensée que l'autre? Il me semble qu'on ne peut pas aussi facilement, de même que par rapport au... j'ai bien écouté Martine tout à l'heure et j'ai bien partagé ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire qu'il est parfois, je pense, il y a une démarche à faire quand même pour se rapprocher de son corps, et donc, je pense que ces années de pratique aussi qui vous aident à peut-être mieux ressentir ou plus intensément ressentir d'avoir une émotion artistique devant une œuvre d'art, mais je ne sais pas, c'est difficile à exprimer. Je trouve que vous minimisez, vous évacuez un peu rapidement le filtre du cerveau dans tout ça. Je ne crois pas que l'expérience de lire le poème de Rimbaud soit plus de l'ordre du cerveau que marcher dans la nature. Si vous me dites, dans l'expérience de la nature et dans l'expérience du poème, il y a forcément quelque chose qui vient du cerveau, d'accord, mais si vous me dites, il y a une différence radicale entre marcher dans la nature, où là c'est la sensation brute, et que lire un poème, c'est pas du même ordre, là je ne suis pas du tout d'accord. Ah, c'est factuel. C'est factuel. C'est-à-dire que quand on a les yeux sur des mots qui disent des choses, qui ont du sens et qui nous procurent des émotions, si on marche pieds nus sur du blé fraîchement coupé qui nous pique les pieds, c'est... Tout ce que je voudrais essayer de dire ce soir, c'est surtout, c'est pas comme ça. Après voilà, tout ce que je voudrais essayer de dire ce soir, c'est ça, c'est une conception qui ne correspond pas à la réalité. Mais après, à vous de voir. Mais moi, je pense que ça, c'est complètement pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire la sensation est toujours déjà de l'ordre de la pensée, de l'ordre de l'émotion. Toujours. Il n'y a pas de sensation brute. Je suis dans le... Puis tout s'accorde, vous voyez, dans le poème de Rimbaud, tout s'accorde, mais même si je marche dans la nature, tout s'accorde. Et la nature, elle est tout de suite aussi de l'ordre... Enfin, on pourrait dire, la nature, elle est toujours déjà de l'ordre de la pensée, puisqu'elle ouvre au monde, puisqu'elle dit quelque chose, elle m'ouvre à quelque chose. Donc moi, je ne peux pas... D'un côté, vous avez une sorte de sensation mécanique corporelle, de l'autre, vous avez quelque chose qui serait de l'ordre de la pensée. Je crois que ce n'est pas du tout vrai. Il y a autant de pensées quand je marche dans la nature, il y a autant et le poème, je fais une épreuve, mais qui est tout aussi physique. En tout cas, pour moi, c'est ça qui est central. C'est ça que je trouve libérateur. Alors, j'ai sans doute pas réussi à le montrer, mais ce que je veux montrer, moi, c'est que ce que vous dites me semble un enfermement incroyablement pénible et douloureux pour les êtres humains aujourd'hui. Et que s'il y a une éducation, c'est de montrer à nos enfants que ça n'est pas comme ça. Que lire un poème, c'est exactement pareil que marcher dans la nature ou que nager. Et que si les gens voient pas, si les gens pensent, comme vous avez dit, que lire un poème, c'est une émotion esthétique, je crois qu'on ne comprend rien. Mais après, on peut ne pas être sensible à un poème, ça m'est égal. Mais en tout cas, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est, ou alors à l'inverse, que nager, c'est aussi beau et aussi profond qu'un poème de Rimbaud. On peut le faire dans l'autre sens, ça m'est égal, mais c'est ça pour moi qui est important. Or, la compréhension que vous avez que marcher serait une expérience brute me semble nier tout ce qu'est l'expérience humaine. Et quand on parle... Enfin, j'ai pas réussi à le montrer avec mon expérience de goûter un morceau de poire, mais goûter un morceau de poire n'est pas une expérience brute, c'est le monde entier qui chante. C'est l'automne qui chante. Donc, si vous voulez, c'est toute la pensée, toutes les émotions, tout le monde entier qui est là.
Et c'est pareil avec un poème de Rimbaud, c'est pareil avec un morceau de musique, c'est pareil avec le fait de nager, c'est pareil avec le fait de prendre la main de quelqu'un. Prendre la main de quelqu'un, c'est une sensation qui ouvre profondément. En tout cas, voilà ce que je voudrais essayer de vous montrer, parce que je crois que c'est tellement libérateur. Et étrangement, je comprends votre difficulté, mais quand on voit un enfant et quand on parle à un enfant, ça leur est naturel. Ils n'ont pas cette dichotomie. Et la preuve, c'est que la manière dont les enfants récitent un poème. Ils ne récitent pas comme une expérience esthétique ou quelque chose d'intellectuel. Ça chante, ça parle, ils entendent les mots comme nous, comme on entend les picotements des blés. C'est quelque chose de la même manière. En tout cas, voilà moi ce que je peux juste essayer de dire. En tout cas, merci pour votre question. Ça m'a permis de vraiment redire le cœur de ce que je voulais vous dire. Et je crois que maintenant, il est l'heure d'aller dîner.